Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission organisée par la RPF et Climalife, consacrée au froid en supermarché. Dans le contexte actuel, les installations frigorifiques et leurs fluides frigorigènes jouent un rôle déterminant dans la performance énergétique et la décarbonation des magasins. Alors, face aux nouvelles exigences environnementales, réglementaires et économiques, les décisions techniques deviennent vraiment cruciales. Alors, quelles solutions existent aujourd'hui ? Comment faire les bons choix et surtout bien investir? Pour y répondre, j'ai autour de moi 4 experts. Bernard Philippe, bonjour Bernard, vous êtes délégué général de l'AFCE, Alliance Froid, Climatisation, Environnement. Bonjour Pierre. À vos côtés, Xavier Kaufmann, bonjour Xavier, vous êtes responsable commercial France Benelux et de Solstice. Bonjour Pierre. En face de vous, Thibault Lepage, directeur commercial France de Climalife. Bonjour Thibault. Bonjour Pierre. Et donc Jérôme Béneux, à vos côtés, directeur achat énergie nouvelle et équipement du groupement Intermarché. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, merci messieurs. Donc je vais vous poser une question que maintenant on entend de plus en plus, c'est que le froid n'est pas seulement une question de technique, mais est devenu aussi stratégique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, chacun d'entre vous? Bernard Les applications du froid, elles sont vitales dans de nombreux domaines pour notre société, de nombreux domaines qui ne sont pas forcément connus, mais pour la grande distribution alimentaire, c'est d'abord un enjeu sanitaire pour la conservation des denrées. C'est aussi un enjeu stratégique au niveau environnemental, parce que la consommation énergétique d'un magasin, typiquement, pour beaucoup, c'est supérieur à 50% de la consommation globale, donc il y a un point important. Et sans compter également la gestion des fluides frigorigènes, qui est un enjeu aujourd'hui très très stratégique, et on va en parler aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Xavier, pour vous? En introduction, je dirais que le magasin constitue le dernier maillon de la chaîne du froid. C'est un maillon stratégique pour le pays, où les enjeux du froid et du CVC, et du traitement de l'air, sont intimement liés pour garantir la chaîne du froid et l'approvisionnement en nourriture de la population. C'est certain. Thibault, de votre côté? Les enjeux, les réglementations, la F-Gaz, les anciens produits, donc il y a toute une économie autour de ça et qu'il faut, qu'on va expliquer justement durant cette table ronde. Alors Jérôme, vous, en tant qu'exploitant... Le groupement des mousquetaires est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, puisqu'on est présent en agroalimentaire, en logistique, en transport et au sein de nos points de vente. Il y a aussi un risque d'image, lié à la fraîcheur des produits, lié à la chaîne du froid, bien sûr. Et puis, dès que la chaîne du froid s'interrompt, il y a forcément un impact sur notre chiffre d'affaires. Donc, forcément, nos adhérents sont impactés principalement. Donc, c'est un vrai sujet stratégique pour nous. Merci, messieurs. Ce premier tour de table. Et alors, on l'a entendu déjà autour de vos remarques. On sait le contexte réglementaire a beaucoup évolué, est en pleine évolution et même encore. Qu'est-ce qu'il en est, notamment au niveau de la F-Gaz, Bernard? Parce que la F-Gaz 3... F-Gaz 3, alors, juste pour rappeler, la F-Gaz, elle s'appuie sur 2 piliers qui sont restés les mêmes depuis le départ. Il y a un pilier pour prévenir les fuites et partager des bonnes pratiques, et un deuxième pilier pour limiter l'usage des HFC. Donc depuis 2006, ça a toujours été ces 2 piliers-là. Donc la F-Gaz 1 et 2, petit retour en arrière, plutôt une réussite. Le marché a évolué, on a vu en confort le R32 prendre la place du 410, dans les frigos ménagers et commerciaux, l'hydrocarbure, on l'a part belle au 134A. Dans la voiture, on a vu évoluer également, il n'y a plus de 134A, mais du HFO 234YF. En grande distribution, le 404A, condamné par la F-Gaz, a été remplacé graduellement, peut-être pas assez vite. Et donc, c'était une belle évolution. D'autres dispositions importantes aussi sur la F-Gaz 1 et la F-Gaz 2. On a formé des techniciens, on a formé les entreprises, les attestations. On a réduit la mise sur le marché des fluides frigorigènes en quota de tonnes équivalent CO2, ce qui a poussé aussi les chimistes à mettre sur le marché des fluides à faible effet de serre, et c'était un effet bénéfique. On a imposé des contrôles d'étanchéité périodiques. Les fuites sont réduites de façon drastique. On le voit dans notre étude annuelle qu'on fait avec le CITEPA. La réduction des fuites est en perpétuelle continuité. Depuis 2018, c'est moins 10-12% par an. Donc ça, c'est bravo à la filière. Et puis, il y a eu aussi un développement ou un retour des fluides frigorigènes comme le CO2, comme l'ammoniac, qui sont revenus sur le devant de la scène parce que la technologie était prête à cela également. Mais je voulais mettre en avant aussi la filière, la prise de conscience de la filière, depuis les fabricants jusqu'aux utilisateurs. Il y a une volonté d'aller dans le bon sens. Donc, F-Gaz 1 et 2, une bonne réussite et un beau succès. F-Gaz 3,
un défi. Un défi pour tous. Le règlement, il est compliqué. Il est compliqué et ambitieux. On a un calendrier de réduction de mise sur le marché des fluides frigorigènes, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais qui est drastique et voire inquiétant. Et on est vraiment très à l'observation de ce qui se passe sur le marché parce que on risque d'avoir des pénuries sur le sujet. Et donc, ce nouveau calendrier de mise sur le marché des fluides et des quotas nous inquiète. Des nouvelles interdictions sont arrivées avec la F-Gaz 3 également, dans tous les domaines, réfrigération, conditionnement d'air, pompe à chaleur, avec parfois des délais très très courts. Donc on a des inquiétudes sur la mise en place de ces interdictions. Mais c'est clair, la F-Gaz 3 nous dit quoi? Passer rapidement à des fluides avec des GWP faibles, donc moins de 150. Donc il y a des solutions là-dessus. Et récupérer, réutiliser les fluides pour éviter ce risque de pénurie. Alors ça, justement, on va en parler avec Thibaut, je pense, parce que vous, en tant que distributeur, vous êtes directement concerné. Exactement, dans la continuité de Bernard, effectivement, on a des enjeux de par la F-Gaz, et ceux dès l'année prochaine, qui sont pour 2027 à moins 50%. Donc c'est quelque chose d'important qui relève de deux tensions, une tension disponibilité produit, bien évidemment, et le prix. Il ne faut pas se le cacher. Dès lors où il y a moins de disponibilité, inéluctablement, on a souvent une contraction vers des prix qui vont sur des augmentations. Nous, le problème qu'on voit particulièrement, ils sont aussi sur les banques de produits régénérés dans le cadre de la maintenance des installations. Et on s'aperçoit, pour avoir déjà vécu par le passé une expérience similaire avec le 404, il s'avère que les banques de 448, 449, pour le maintien des installations, est anormalement faible. On l'explique pour deux raisons. La première raison, c'est que si précédemment on réalisait des rétrofits, là cette fois-ci on change souvent de technologie, donc on ne remplace pas un fluide par un autre. Donc de ce fait, les banques s'alimentent de façon très faible et anormalement faible par rapport aux besoins et par rapport à la réduction des moins 50%, et qu'aujourd'hui on voit qu'on sera dans l'incapacité de pouvoir fournir, et ce pendant la période de la F-Gaz, suffisamment de produits régénérés pour la maintenance et l'entretien des installations. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose qui est essentiel, de constituer cette banque de par les démantèlements, de les donner dans des filières qualifiées, de façon à ce que les produits soient régénérés, remis aux conditions du neuf, de façon à ce qu'on puisse entretenir et maintenir l'entretien des installations pour le futur. Sans ça, aujourd'hui, pour nous, la problématique, elle est essentielle de maintenir cette disponibilité future. Alors ça, c'est dans le cadre de la F-Gaz, on l'a vu, mais on l'a entendu. Mais il y a aussi d'autres réglementations qui s'imposent. Xavier, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, je vais vous synthétiser 3 réglementations qui impactent les magasins, le décret tertiaire, la RE 2020 et le CH35. Tout d'abord, le décret tertiaire, il impose aujourd'hui un cadre très structurant pour l'ensemble des magasins, que ce soit alimentaires ou des centres commerciaux ou des magasins non alimentaires. Alors, dès lors qu'un local tertiaire existant ou neuf dépasse 1000 m² de surface de plancher, il est embarqué dans le dispositif. L'objectif est simple dans son principe, mais très ambitieux dans sa mise en œuvre, c'est de réduire progressivement les consommations énergétiques d'ici 2030. Il y a 3 objectifs qui sont fixés. Le premier, c'est moins 40% de réduction de consommation d'énergie en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Les commerces ont 2 manières de se conformer à cette obligation, soit en atteignant ces réductions de consommation d'énergie par rapport à une année de référence, soit en respectant un seuil de consommation énergétique en kilowattheure par mètre carré, et ce, en fonction des différentes applications, enfin des différentes typologies de magasins. Cela leur donne une certaine souplesse dans la mise en place de stratégies. Le périmètre concerné englobe l'ensemble des consommations énergétiques des magasins. Pour les commerces alimentaires, le froid est crucial puisqu'il représente entre 50, 70, 80% de la consommation énergétique du magasin. Et il est donc au cœur des enjeux du décret et constitue des leviers d'économie d'énergie incontournables.
Chaque année, avant le 30 septembre, il faut que les assujettis déclarent leur consommation sur une plateforme, Opera, qui s'appelle Opera. Et cette plateforme analyse et évalue l'atteinte des objectifs, la progression vers l'atteinte des objectifs, et édite une attestation de suivi et de progression. À défaut de respecter les obligations, l'État peut activer un dispositif de name and shame. C'est la publication sur un site des acteurs non conformes. C'est ça, voilà. On dénonce. Exactement. Ce n'est pas une sanction financière immédiate, mais ça peut avoir un réel impact sur l'image du magasin et de l'enseigne. Et à terme, des amendes peuvent être aussi appliquées si aucun progrès n'est constaté. Le deuxième point réglementaire, c'est la réglementation environnementale RE 2020, qui a été publiée début d'année, et elle vise les bâtiments neufs, cette fois-ci, de commerce, à compter du 1er mai 2026. Elle s'applique aux constructions de plus de 50 mètres carrés et introduit des exigences fondées sur quatre piliers. Le premier, c'est la performance bioclimatique, la consommation d'énergie, l'impact carbone du bâti et le confort d'été. Alors, cette réglementation ne s'applique pas au froid commercial, parce que c'est considéré comme un process. Toutefois, lorsque je vais étudier un bâtiment neuf, je vais devoir aussi en même temps intégrer les objectifs du décret tertiaire et construire mon bâtiment et mon exploitation en fonction de ces deux réglementations. Le troisième point réglementaire, c'est le CH35. C'est le CH35, voilà. Donc, l'article CH35 du Règlement général de sécurité contre les risques d'incendie vise les installations utilisant des fluides frigorigènes dans les ERP. Depuis septembre 2025, des nouvelles dispositions assouplissent l'usage des A2L. Une précision aussi là importante, le CH35 s'applique aux installations de traitement de l'air et ne s'applique pas à la réfrigération. C'est bien de le préciser. La réfrigération doit suivre un processus d'analyse de risque qui est cadré par la norme EN 378. Un mot, Bernard, il y a une réglementation dont on n'a pas encore parlé, qui est REACH, avec les PFAS. Juste, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Ouais, les PFAS, c'est un sujet sociétal très conséquent parce que ça touche beaucoup de secteurs d'activité et de la vie courante. On a recensé plus de 10 000 substances qui sont concernées par ce problème PFAS et ça veut bien dire que le sujet est vague. Les fluides frigorigènes fluorés rentrent dans la définition que l'Europe a retenue. C'est pas le cas aux USA, mais en Europe aussi. Ça concerne aussi les fluoropolymères, donc on va parler des joints, des seuils de vannes, des produits anti-friction, des paliers, sont aussi concernés par cette approche PFAS. Donc c'est un domaine très vaste. La dernière étude du Parlement, d'ailleurs, suggère une chose, c'est de traiter les gaz fluorés à travers la F-gaz et non pas dans REACH. C'est une solution, parce que au final, dans la F-gaz, on a un objectif, c'est net zéro en 2050 d'HFC. Donc le sujet est déjà traité, donc de ne pas superposer les réglementations. On en saura peut-être un peu plus en fin d'année 2029. En fin d'année cette année, pardon, pour ce qui se passera en 2029. Un sujet global pour l'industrie, c'est vraiment pas un sujet simple. Il y a une nécessité de traiter les PFAS, c'est important, mais ça ne justifie pas une restriction de façon uniforme. Il y a tellement de variétés de PFAS que ça doit s'être étudié point par point et application par application. Il n'y a pas d'universalité de condamner les PFAS. Alors, on l'a vu, il y a quand même pas mal de réglementations qui vous incombent, monsieur Benneux. Oui. Comment un supermarché, comment des exploitants peuvent s'en sortir ? Comment vous prenez le problème ? Alors déjà, c'est un échange avec la proximité, c'est-à-dire avec son frigoriste et ses bureaux d'études, que c'est eux qui doivent comme éclairer le non-sachant, donc notre adhérent, qui doit cumuler et interagir avec les différentes réglementations, qui doit en fait à un moment donné orienter son choix vers la bonne technologie pour son point de vente, parce qu'il n'y a pas une technologie, il y a plusieurs technologies. Et celle qui convient le mieux, en fait, c'est celle que l'adhérent aura choisie in fine, puisque c'est un indépendant. Mais voilà, ça passe déjà par un premier lieu, par un bon constat, un audit froid, l'amener vers les points de vigilance, l'orienter vers les bonnes solutions. Et ça, ne peut se faire qu'à travers le local. Et donc, le rôle du bureau d'études et du frigoriste est important. Voilà, c'est pour nous. Alors, on le voit justement dans ce contexte, avec tout ce que vous devez remplir. Comment on fait le bon choix ?
Xavier, un mot sur ce sujet, parce que je crois qu'il y a un point qui est très important, c'est le cahier des charges fonctionnelles. Oui, tout à fait. Donc, on a vu précédemment que les réglementations elles constituent un cadre structurant pour le froid, mais il est aussi essentiel de prendre en compte les besoins opérationnels des points de vente et d'intégrer les enjeux futurs, qui ne sont pas forcément cadrés par une réglementation actuellement. Donc, en premier lieu, je mettrai en avant la maîtrise des coûts. Maîtrise des coûts d'investissement, la maîtrise des coûts de maintenance et la maîtrise des coûts de la facture énergétique. Deuxièmement, en ce moment, le commerce traverse une phase de transformation très rapide qui impose une refonte des espaces commerciaux et par voie de conséquence, une refonte des systèmes techniques, le froid et les autres systèmes techniques. Les enseignes recherchent beaucoup plus de flexibilité, plus de modularité pour pouvoir s'adapter aux nouveaux besoins et pouvoir répondre aussi à la concurrence de plus en plus croissante, que ce soit la concurrence entre magasins ou par rapport au commerce en ligne. Dans le même temps, l'expérience client s'enrichit. Le parcours d'achat se réinvente, des nouveaux services apparaissent, livraison à domicile, le click and collect, le drive. Et à ces besoins opérationnels s'ajoutent des contraintes bâtimentaires existantes qui vont être très structurantes en fait pour le choix des installations frigorifiques. L'implantation des postes froids et des besoins de chaleur, il est primordial de les penser très en amont, avec une vision à 360 degrés. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin comme meubles? Meubles fermés, meubles ouverts? Est-ce que je fais un mixte? Est-ce que je garde certains meubles? Est-ce que je change tous mes meubles? Où sont positionnés mes laboratoires avec mes besoins d'eau chaude sanitaire, etc., etc. Donc, en découle de ces choix fonctionnels des exigences de température, de conservation qui vont, elles, aussi structurer l'installation frigorifique. Je rajouterais aussi que dans ce contexte, la réutilisation et la valorisation d'équipements existants prennent de plus en plus d'importance. Adapter une installation au lieu de repartir à zéro peut réduire l'impact carbone et également le coût d'investissement. Les installations doivent également maintenant être résilientes. Dans un contexte de canicule de plus en plus fréquente et de températures moyennes qui sont de plus en plus élevées, les installations doivent être conçues pour absorber ces fluctuations de chaleurs d'été. Exactement. Le froid doit aussi maintenant s'intégrer dans l'évolution des réseaux électriques. La montée en puissance du photovoltaïque, les risques de coupure électrique, les besoins de flexibilité et stockage d'énergie doivent être intégrés et les impacts et les interactions avec le froid doivent être étudiés. Limiter le gaspillage alimentaire devient également un enjeu clé, car chaque perte de marchandises représente une empreinte carbone considérable. Enfin, il faut aussi garantir l'efficacité de la maintenance, que ce soit pour les dépannages, mais aussi disposer de techniciens compétents, intervenir rapidement et surtout concevoir des installations simples à entretenir. Voilà un peu globalement tous les points peut-être d'un cahier des charges fonctionnel. On a fait un bon tour, en effet. Bernard, donc on le voit, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une seule architecture pour simplifier ou comment ça se passe pour un magasin? Non, tout ça a bien évolué. La configuration traditionnelle, la bonne centrale positive, la centrale négative, je pense que c'est un peu fini. Plus d'actualité. Donc, suivant le format des magasins, aujourd'hui, on voit une diversité de solutions qui se présentent. Des boucles au glacé, des chambres indépendantes, des meubles logés au propane, des groupes de condensation. Donc, beaucoup de variétés suivant la disposition du magasin. Donc ça, c'est intéressant de voir cette diversité-là. Diversité dans le choix des fluides frigorigènes aussi. Il faut voir qu'avec cet F-Gas qui nous pousse avec un PRP à 150, on est sur des fluides inflammables, qui soient légèrement inflammables, très inflammables. Donc l'approche est un peu différente. Les fameux A2L. Fameux A2L versus les A3. Et donc,
On s'est posé des questions au niveau de la FCE et puis on a lancé l'an passé donc une enquête pour faire des fiches. Voilà, on a dit destination 149,9, juste en dessous des 150. Et on a 3 fiches qui concernent donc la grande distribution, le commerce proximité, le CHR et le super hypermarché. Et on a posé la question à la filière, voilà, c'est quoi la solution en dessous de 150 aujourd'hui, qui sont déjà existantes ou qui sont dans les tuyaux. Et ces fiches-là sont d'un format facile à lire et sont des guides, des aides à la décision qu'on a voulu créer. Super, donc des fiches qu'on peut retrouver sur votre site. Absolument téléchargeable, oui, bien sûr, oui. Jérôme, vous, de votre côté, en tant que super exploitant, comment faire le bon choix? Comment ça se passe? Alors déjà, plusieurs constats par rapport à ce qui a été dit déjà. On constate une augmentation des meubles froids, malgré tout, sur les surfaces de vente. Une forte orientation vers tout ce qui est meubles trad et LS, qui n'existait pas auparavant. Et voilà, le client veut absolument avoir de la fraîcheur, donc dans les produits. Trad, c'est celui où il y a une personne. Tout à fait, voilà, tout à fait. Donc ça c'est important. Donc c'est des nouveaux besoins qui se créent. On pourrait penser que le froid diminuerait au sein des points de vente, mais aujourd'hui non. Voilà, il augmente de façon assez considérable. Et tout ça, il faut le maîtriser dans une facture énergétique, comme un peu le souligné Xavier, lié avec le décret tertiaire, etc. etc. Ensuite, on a encore 30 à 40% de nos installations qui sont aujourd'hui au R404, malgré tout. Donc, vous voyez, donc, le travail se fait progressivement, mais il y a encore du travail, il y a encore des choses à franchir. Ce qu'on constate aussi, c'est que aujourd'hui, on est en train de subir en fait l'OPEX, c'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus d'adhérents qui subissent les fuites, qui subissent des taux de panne assez importants, et donc ça freine en fait les investissements puisque ce qu'on met dans l'OPEX quelque part, on le met pas dans le CAPEX. On va y revenir tout à l'heure sur ce sujet. Tout à fait. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est pour aider à investir en investissement pour nos adhérents, ce qu'ils ont besoin, c'est de subventions. Et les C2E, c'est quand même un acte fort on n'en a pas parlé dans tout ça, mais les fiches C2E, l'accompagnement à l'investissement est quand même très important pour beaucoup de nos adhérents. Et puis, ce qu'on constate, pour faire un topo complet de ce qui a pu être dit, c'est que nos adhérents continuent à être soumis à de fortes volatilités dans les avis qu'il peut y avoir au niveau local. Et donc, on a des gens qui apparaissent sur le marché, qui viennent avec des conseils qui sont plus ou moins opportuns ou plus ou moins bons. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à clarifier en fait cette situation. Donc, je pense que vos fiches vont faire du bien puisque ça va permettre aux adhérents de pouvoir donner un peu de contexte à tout ça et de pouvoir rassurer un peu le marché, puisque beaucoup de gens viennent vers nos magasins en faisant des propositions, des fois qui ne sont pas inopinées ou qui ne sont pas les bonnes. Donc voilà, c'est un peu pour redresser par rapport à tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, voilà comment nos adhérents aujourd'hui... Juste une précision, quand vous avez dit 30 à 40% encore au 404, ça ne concerne pas que votre enseigne en fait, c'est vraiment toute la GMS qui... En tout cas, voilà, le constat est fait chez les mousquetaires. On peut faire, je crois... Oui. C'est même au-delà de ça, si on regarde l'ensemble de la GMS, on est plutôt au-dessus de 50%. C'est ce qu'on a relevé avec le CITEPA qu'on met à jour. Mais il y a une chose qui me surprend, c'est que l'interdiction du GWP au-dessus de 2500, elle a plus de 10 ans aujourd'hui. On le savait depuis 2014, y compris en maintenance. Mais on a un constat. Et on a eu quelques installations encore au R404 juste avant l'interdiction. Tout ça est dans le conseil que doit être fourni à nos adhérents pour qu'ils puissent se projeter à 10 ou 15 ans. Voilà. Conseiller aux adhérents aussi, c'est de prendre maintenant aussi en compte le froid et le chaud maintenant dans les magasins. Et le CVC, tout à fait. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'un peu nouveau, puisqu'en fait, avant, le froid était côté exploitant et le CVC était côté... C'était des lots différents. Tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, les deux se permutent et sont traités en même temps. Et voilà. Ça aussi, c'est une nouvelle approche. Alors... On fait avec des partenaires bureaux d'études et aussi frigoristes, parce que les frigoristes s'intéressent aussi à ce sujet-là. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on recrée un environnement avec deux optiques différents, le confort collaborateur et client pour la partie CVC, et puis l'aspect chaîne de froid pour la partie frigorie. Alors là, on vient de parler des installations en général, mais si on s'intéresse plus, si on focalise sur les fluides frigorigènes, Thibaut, qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là, avec les évolutions qu'on vient de voir? Alors, on a beaucoup d'évolutions dans les types de fluides frigorigènes qui peuvent être utilisés. C'est pour la sécurité
sécurité, la fiabilité, la longévité des installations. Vous parliez du 404 et effectivement des installations qui ont plus de 10 ans, plus de 15 ans, etc. Et donc, il faut les maintenir. Le risque, si on utilise, enfin, suivant les typologies d'installation qu'on va voir, on a le CO2, bien évidemment, aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années. L'utilisation du CO2 dans les supermarchés est croissant. Il y a malgré tout des vigilances à avoir, des risques sur le confinement, en tous les cas, de ces installations. Donc c'est important. On a des pressions élevées qui circulent dans ces installations. Donc attention aux manipulations. On a fait récemment aussi des formations sur le sujet, parce que cette pression, en tous les cas, des installations est importante. Donc plus on retrouve plutôt dans le froid, mais plutôt sur les plateformes, etc., c'est le NH3, donc l'ammoniac, un produit qui est aussi encore et toujours très utilisé. Mais on a quand même des problèmes de toxicologie, d'inflammabilité, donc on les utilise plutôt dans des lieux où il y a peu de personnes et dans des grandes surfaces. On retrouve aujourd'hui beaucoup de 1234 ZE qui, pour des questions de CAPEX, OPEX, sont de plus en plus utilisés pour ce type de bâtiment. Les hydrocarbures, on le voit de plus en plus dans les magasins, sur des petits systèmes. Donc, Là, on parle du 290 notamment. Exactement, 290 aujourd'hui, qui fait des percées importantes. Il ne faut pas le minimiser. Pour autant, on a l'inflammabilité qui est importante de ces produits-là, hein, c'est du propane. Donc, il y a une attention quand même toute particulière à adopter vis-à-vis de ces produits, entre l'huile, la maintenance, les risques d'explosion. Donc, c'est des nouvelles méthodes, c'est des nouvelles approches où il faut faire attention. Et bien évidemment, on a les A2L. Donc on a toutes, comme le spécifiait Bernard, hein, donc toute une génération de produits inférieurs à 150 de GWP qui progressent, en tous les cas, tous les ans et tous les mois. Aujourd'hui, on en fait le constat. Donc c'est une très bonne chose aujourd'hui. La montée en compétences des techniciens, parce qu'il faut en parler. On a ces nouvelles technologies requièrent des manipulations particulières, des formations particulières. Donc on le voit avec la nouvelle attestation de capacité qui est donc mise en place, qui met en évidence aussi maintenant l'ensemble des produits qui peuvent peut-être utilisés, qui n'était pas le cas forcément précédemment, à savoir le CO2 et les produits de type A3, donc A3. propane. Mmh. Très bien, donc merci. Et puis, vous voulez faire un mot, je crois, sur la récupération des fluides, qui est importante pour la continuité des installations. Il est important de récupérer, de faire passer le fluide dans des filières qui sont qualifiées, ne pas faire du réemploi, ce que l'on constate aujourd'hui. Le réemploi, c'est du produit qui ne passe pas par nos filières de régénération et qui ne permettent pas justement d'avoir suffisamment de disponibilité, comme je le disais précédemment, et pour la maintenance des installations futures. On le voit, on le constate, vous avez parlé du 404, encore 40% de vos installations ont du 404. Comme je disais précédemment, la filière 404, on a mis 10 ans pour récupérer du produit et pouvoir le mettre à disposition et pour maintenir encore les installations aujourd'hui existantes. Le 448, 449, c'est récent. Et on a des banques qui ne nous ont pas permis de capitaliser sur ces 10 ans. Et donc, c'est là où je mets des alertes, vraiment des points d'alerte qui sont importants, parce que vous avez aussi beaucoup de changements, beaucoup de magasins à faire évoluer. Mais après, il y a un manque de temps pour faire évoluer toutes ces installations. Donc, sensibilisation sur le Exactement. sujet. Exactement. Alors, on a beaucoup parlé d'éco-efficacité. Dans l'éco-efficacité, il y a l'aspect économique. Monsieur Benneux, comment ça se passe? Vous avez évoqué tout à l'heure tout ce qui était CAPEX, OPEX. Donc, CAPEX, je rappelle, les investissements. OPEX, les dépenses d'exploitation. Comment c'est pris en compte chez vos adhérents? Alors, on a déjà vulgarisé un petit peu toute la partie froid avec un guide froid. Donc, pour justement pouvoir orienter nos adhérents vers les bons choix. Nous, le CAPEX, pour nous, c'est investir intelligemment.
C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement. On parle de la centrale, on parle de fluide, on parle de meubles froids. Donc on s'est appuyé sur des bureaux d'études pour la partie froid, en l'occurrence auprès du Sémafroid, pour certifier nos meubles. Donc on a mis nos meubles en certification pour être sûr que la performance énergétique répondait bien et correspondait bien au descriptif technique du meuble. Pour la partie CVC, on a fait confiance à Eurovent. Donc, pour le froid, sur la partie Sémafroid, le CVC Eurovent, qui nous ont permis de déterminer clairement si les mobiliers et équipements étaient déjà performants. Ça, c'était important parce qu'on a une fiche technique, c'est comme pour une voiture, on nous annonce. C'est un référentiel voilà, tout à fait. Sérieux. Voilà, sérieux. Donc ça, c'est déjà la première étape pour nous assurer que dans le TCO et dans le ROI, on avait le sérieux des équipements qui allaient en face. Première chose. Et après, donc là, on parle principalement du CAPEX. Et après, sur la partie OPEX, on a voulu s'assurer d'une maîtrise durable du froid et du CVC. Donc, on s'est assuré du meilleur rendement énergétique. Bien sûr, nous assurer du taux de fuite. Donc, avoir le meilleur taux de fuite possible, c'est-à-dire le plus bas, théoriquement. Voilà. On ne dit pas qu'il n'y a pas de fuite, mais voilà. S'assurer aussi d'avoir moins de panne. Et le moins de panne, ça passe par quoi? Ça passe par impliquer le frigoriste dans des visites périodiques plus importantes. Et puis derrière, faire en sorte que le matériel proposé, les matériaux concernés, soient dans la conformité réglementaire durable, on va dire, et que notre adhérent puisse se projeter le plus loin possible lorsqu'il fait ses travaux de transformation. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie CAPEX principalement. Voilà. Donc des outils, il y en a aussi de votre côté, Bernard, je crois, au niveau de la FCE, Ouais, dans ce domaine-là. c'est vrai que acheter pas cher et c'est une stratégie court terme qui a été longtemps appliquée dans le passé. L'enjeu aujourd'hui n'est pas tant le fluide frigorigène, les émissions directes. Les fuites diminuent, les fluides sont avec des faibles GWP, ce qui fait que l'effet de serre direct il devient ridicule par rapport à l'effet de serre indirect. Donc ce qu'il faut focaliser, c'est la performance énergétique. Mais la performance énergétique à l'achat, c'est une chose, mais il faut la faire durer, la performance énergétique. Sinon, ça n'a pas de sens. Avoir une belle voiture qui consomme peu et la conduire brutalement, ça n'a aucun intérêt. Et donc, l'efficacité de RAB, faut entretenir la performance, sinon inutile d'investir. Juste un petit tout d'exemple, 1 degré de condensation en plus parce que le condenseur est encrassé avec un peu de poussière et jamais nettoyé depuis 6 mois, c'est 3 à 5% de consommation énergétique en plus. Ça aurait pas coûté cher de le nettoyer. Un dégivrage mal fait, 1 degré en moins d'évaporation, c'est 3 à 5% de moins sur le performance également. Et donc, on a fait une petite fiche également pour donner ces ordres de grandeur, 1 degré en moins, 1 degré en plus, qu'est-ce qui se passe, et les causes et les remèdes derrière. Donc, cette fiche est également téléchargeable et adressable à tous. Et c'est savoir bien conduire son installation pour qu'elle dure. Ce qui est, c'est sûr, important dans le contexte actuel. Dans cette boîte à outils qu'on vient d'ouvrir, Xavier, il y a aussi de votre côté, je crois, un outil d'aide à la décision pour lequel vous allez nous expliquer avec un schéma pour simplifier et bien clarifier les choses. Tout à fait. Donc, comme Bernard l'a précédemment expliqué, il existe une grande variété de solutions techniques pour produire du froid. Et une fois ces options analysées au regard des exigences du cahier des charges fonctionnel qu'on a vu précédemment, ce qui permet déjà d'effectuer une première sélection d'installation, il demeure souvent difficile de faire un choix éclairé. Et donc, pour répondre à cette complexité, Solstice a développé un logiciel effectivement d'aide à la décision qui s'appelle Éco-efficacité. Et cet outil permet de comparer les différentes architectures de froid entre elles selon 2 critères: le coût total de possession, qu'on appelle TCO aussi, et l'impact carbone, qu'on appelle TIWI dans le froid. Donc à l'écran, effectivement, vous pouvez voir les paramètres qui sont pris en compte pour faire ces calculs. Alors pour le TCO, sont pris en compte les coûts d'investissement initiaux, les coûts de maintenance et les coûts énergétiques de l'installation, tout ça sur la durée de vie. Et concernant l'impact carbone de l'installation, le TIWI, plusieurs éléments sont pris en compte: la nature des fluides utilisés, les risques de fuite, et ainsi que l'impact carbone de la consommation énergétique de l'installation, toujours sur la durée de vie. On pourra s'appuyer sur votre schéma pour aller un peu plus loin si besoin. Et donc, on a entendu cette notion de TIWI. Thibaut, qu'est-ce que vous pouvez, parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, qu'est-ce qu'il en est exactement, ce TIWI? Surveiller, détecter, optimiser, décarboner.
Voilà le TIWI, en fait, à quoi ça correspond? Aujourd'hui, gérer les fuites, c'est détecter, mesurer, optimiser. Donc, les fluides à très bas GWP réduisent fortement ces émissions directes, mais on a aussi le contrôle régulier reste indispensable. Des outils aujourd'hui existent comme la Polarbox qui nous permettent justement grâce à ces paramètres de vérification des volumes, des charges, des pressions, des températures, ça nous réduit de 79% le taux de fuite, donc par cette intervention de prévenir. Donc il est important aujourd'hui de mettre ce type de dispositif, surtout sur des installations qui peuvent être aussi un petit peu anciennes, et de pouvoir mesurer ces TIWI. Le COP aussi permet d'éviter les dérives. C'est un indicateur de performance. Exactement, c'est un indicateur important qui permet d'améliorer, je dirais, la facture énergétique qui peut aller jusqu'à 20%. Donc, ce qui est important, sachant que le froid représente 50% de la facture énergétique d'un magasin, peut-être un peu plus. Donc, l'architecture impose de la consommation énergétique. Donc, des émissions indirectes liées à l'énergie consommée devient un principal enjeu aujourd'hui pour le choix du fluide, l'architecture, la technologie. Elle doit être bien pensée en amont. Donc le TIWI est un référentiel clé pour piloter l'empreinte carbone. À ce stade, je crois qu'on a fait quand même un bon tour de la question. Donc, je vais vous demander si vous avez un mot de conclusion, un conseil à nous donner à ce stade-là, Bernard. Je pense qu'on a, toute la filière, un devoir de responsabilité sociétale et environnementale. Du concepteur, utilisateur, installateur, mainteneur, on doit agir de concert, de manière responsable et poussé par la réglementation. Mais cette réglementation, elle se doit d'être claire, elle se doit d'être réaliste techniquement, elle se doit d'être pragmatique dans le temps. C'est ce qui manque aujourd'hui, on le voit au niveau de la F-Gaz, et c'est précipité et on fait face aujourd'hui à certains obstacles qu'il va falloir surmonter. Donc du pragmatisme et tous ensemble. Xavier, d'autre côté, si vous aviez un mot de conclusion. Bien sûr. Le magasin est le dernier maillon de la chaîne du froid. Et à ce stade, chaque denrée a déjà mobilisé une quantité importante d'énergie et généré beaucoup de CO2 et pour parvenir jusqu'au consommateur. Il est donc primordial de disposer d'installations frigorifiques robustes, fiables, résilientes, afin de préserver ces marchandises. C'est précisément dans cette stratégie que s'inscrivent nos solutions, nos outils et nos réfrigérants, qui sont le R455A, le R515B et le R1234ZE. Nos solutions offrent un haut niveau de résilience, tout en répondant aux exigences économiques et aux impératifs croissants d'efficacité énergétique attendus par les magasins. Alors Thibault, on a entendu vos recommandations. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Je vais revenir, mais l'importance aujourd'hui, la F-Gaz, on l'a, je pense, bien expliqué aujourd'hui. On est à moins 50% dès l'année prochaine. Constitution d'une banque de produits à régénérer de façon à maintenir les installations de demain. Sans ça, on risque des problèmes sanitaires graves qui peuvent arriver, en tous les cas, dans ces prochaines années. Alors, monsieur Beneux, ça sera vous qui aurez le mot de la fin. Vous représentez une grande enseigne des exploitants. Ouais, tout à fait. Non, moi, par rapport aux échanges, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que chaque partie prenante a sa part de responsabilité, et le groupe Pondé Mousquetaires prend sa part de responsabilité sur la transformation des magasins. On a un sujet sur le pilotage qui est très très important, transparence et pilotage des centrales froid. Et je pense que c'est par là que ça va passer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la maîtrise des taux de fuite, la maîtrise de la réglementation, on n'a pas parlé de contrat de performance énergétique, mais je pense que c'est un sujet sur lequel aussi il faudra aller à un moment donné en partenariat avec nos bureaux d'études et nos frigoristes, puisqu'en fait, voilà, c'est comme ça qu'on tient un engagement aussi, c'est en s'assurant qu'une installation qui est performante accomplit sa tâche au quotidien, et qu'on assure en effet le respect de la chaîne de froid et le respect aussi de la chaîne de valeur au niveau de la fraîcheur, parce qu'en fait, c'est ça surtout. Merci pour ce mot de conclusion. Merci messieurs pour vos témoignages et de nous avoir partagé votre expertise, vos conseils. Ceux-ci seront repris dans un article de la RPF et apparaître prochainement et sur notre site, la rpf.fr.
Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission destinée toujours à éclairer votre univers, votre environnement professionnel. Je vous remercie.